Nationaliste fort. Tant de responsabilità et tant d'expérience. Bonsoir Michel Tiouk, vous conduisez la liste Sempre Portivit, une liste qui a un peu tardé à s'annoncer mais qui est bien présente. Alors ce n'est pas la première fois que vous vous présentez à l'élection municipale de Portovit, vous avez été présent à plusieurs reprises sur différentes listes, toutes d'obédience autonomiste ou nationaliste. Alors quel sens a votre candidature aujourd'hui en tant que tête de liste cette fois-ci ? Alors tout simplement, depuis que je suis engagé sur la municipale à Porto Vecchio, on a défendu une certaine identité, une certaine volonté de développer l'entrepreneuriat à Porto Vecchio. Et surtout, nous avons vu que certaines choses n'avaient pas abouti. Donc nous avons eu des discussions avec des entrepreneurs, des artisans et des gens de droite qui m'ont soutenu pendant la dernière législative afin de constituer une liste et de se présenter à cette élection. Alors vous vous présentez sans étiquette, pourquoi ce choix ? Non, on est divers droite et après on est bien sûr soutenu par l'Union des Patriotes, mais par contre on a des gens sur la liste qui préfèrent être sur une démarche sans étiquette, comme beaucoup de municipales, les autres ne se présentent pas tous sous une étiquette de leur parti. Alors vous êtes toujours membre de Moussa Paladine, j'imagine. Ce n'était pas une étiquette porteuse pour les municipales ? Ça n'a rien à voir. Non, le municipal, je pense qu'on est sur un projet. Notre projet, de toute façon, déclinera les thèmes de l'identité et de l'économie qui sont portés aussi par Moussa Paladine ou l'Union des Patriotes. Parce que, une démarche d'union des forces d'extrême droite, ça s'est fait, par exemple, à Ajaccio. Je ne sais pas si on peut nous qualifier encore d'extrême droite, mais bon. C'est dans le spectre politique. C'est le spectre politique donné par le Conseil d'État. C'est ça. Voilà. Vous n'avez pas essayé de faire liste commune avec le Rassemblement national ? Parce que, c'est une élection qui n'est pas comparable. Mais au législatif, quand même, le score était important du RN à Porto Vecchio. Oui, mais nous, on ne compare pas les élections. Voilà. C'était une élection où le Moussa Paladine se lançait. Donc le RN était déjà présent sur les élections depuis très longtemps. Donc sur une municipale, moi qui ai toujours été engagé sur un projet municipal, nous avons décidé de conduire une liste, je dirais, divers droite, mais bien sûr marquée avec l'Union des Patriotes. Mais avec le RN, vous avez essayé de faire une démarche commune, des gens du RN Il y a des gens du RN sur la liste, bien entendu. D'accord. Vous définissez, vous venez de le dire, comme quelqu'un de droite, mais alors... Autonomiste de droite, oui. Est-ce que vous auriez pu vous rapprocher, par exemple, de Georges Mel ? Parce que finalement, votre vision de Portovit n'est pas très éloignée de la sienne. Il est pour le développement économique, sur la priorité donnée au secteur privé plutôt qu'au public, sur le port Le Plaisance, sur le tourisme, etc. Très bien, mais par contre, c'est quelqu'un qui a été maire pendant presque 16 ans, qui a été dans l'opposition. Et moi, je vois que sur les 2800 délibérations annoncées par la municipalité, M. Mel s'est abstenu 3 fois. Donc, il faut bien sûr proposer un projet alternatif. Alors, on peut dire c'est mon projet, c'était mon projet, mais il y a quand même des décisions qui ont été prises qui ne correspondaient pas à un projet de droite. Par exemple, la surtaxe sur une partie des résidences secondaires qui appartiennent aux Corses, la taxe sur les logements vacants, et le changement de stratégie sur le port. Donc, il y a des choses qui ne se situent pas à droite. D'accord. Alors vous mettez l'accent sur l'économie, on l'a dit, mais quel type de développement vous envisagez pour Portovit ? Alors c'est l'accentuation de ce qui existe déjà, c'est-à-dire le modèle tourisme, immobilier, ou alors vous voulez diversifier ce choix ? On veut surtout transformer le tourisme en une économie durable. À ce jour, Porto Vecchio, c'est la première destination touristique, c'est le poumon économique de la Corse, et on voit qu'on n'est pas capable d'ouvrir la saison sur des événements ou de la fermer sur d'autres. Donc les ailes de saison sont très très peu fréquentées sur notre région, donc on va essayer d'étaler tout ça avec de l'événementiel, avec une politique touristique qui va amener plus de personnes sur ces ailes-là, afin de diminuer la pression sur juillet-août. Encore plus de personnes, il n'y a pas une surfréquentation Oui, il y a une surfréquentation entre juillet et août. Mais par contre, en avant et en arrière-saison, il y a une très faible fréquentation. Alors, le tourisme, c'est selon les chiffres que vous avancez, 5500 saisonniers qui arrivent chaque année. Vous semblez le regretter, mais quand même, ce sont des saisonniers qui font marcher l'hôtellerie, la restauration, les commerces, et puis surtout, ce sont les chefs d'entreprise locaux qui les emploient. Ils ont besoin de cette main-d'œuvre. Ils ont besoin de Vous voulez la supprimer ? Non, pas du tout. Mais par contre, on veut remettre de la formation sur les jeunes Corses qui n'ont pas de formation adaptée au tourisme tel qu'il est actuellement. Les saisonniers, bien sûr, il y a 5500 saisonniers. A-t-on besoin de tout ça ? Je n'en suis pas sûr. Ça fait une manne financière. Ça fait une manne financière de 120 millions d'euros du tourisme qui repart sur le continent ou ailleurs. À nous de former des personnes pour pouvoir, mobiliser cette économie sur la ville de Porto Vecchio. Mais ça ne peut pas se faire même pas en une mandature, ça. Ah non, c'est un projet à long terme. De toute façon, on est sur un projet à long terme. On ne s'engage pas sur un one-shot, je dirais. Nous, notre projet, c'est que Porto Vecchio retrouve ses valeurs d'antan. C'est-à-dire qu'on veut un Porto Vecchio à 30 ans de propriétaires, pas uniquement de locataires ou de saisonniers. Donc c'est construire un projet à long terme pour que la ville se développe économiquement et harmonieusement.
Alors, vous dites que 150 logements sont réservés à ces saisonniers, qu'il faudrait mettre sur le marché locatif pour loger les porto-vecchiais. Mais pourquoi vous n'envisagez pas plutôt un programme de construction? Jean-Christophe Angelini, par exemple, lui propose 1000 logements sur 10 ans. Oui, mais 1000 logements sur sociaux, accession à la propriété en partie, des baux réels solidaires. Et nous, on voudrait surtout libérer la pression qui est sur les entrepreneurs en termes de logement, donc créer du logement saisonnier, pour libérer à peu près 150 à 200 appartements sur la ville de Porto-Vecchio qui peuvent retourner sur le marché locatif, je dirais, annuel. Oui, c'est une préoccupation essentielle, oui, bien sûr. Le logement sur Porto-Vecchio. Pourquoi vous n'êtes pas favorable aux logements sociaux? Parce que c'est un appel de population, c'est-à-dire que des populations qui peuvent venir aussi du des porto-vecchiais aussi. Des porto-vecchiais en partie, mais avec les lois d'Allo et toutes les contraintes administratives, je dirais, continentales, les maires n'ont plus la main là-dessus. Donc, sur une partie. C'est-à-dire que vous pouvez être juste hébergé chez une personne et à pouvoir bénéficier d'un DALO si votre situation financière, économique ou familiale le permet. Donc nous n'avons plus la main là-dessus. C'est retourner à un logement communal, c'est-à-dire des logements de taille pour, je dirais, des jeunes couples, où la mairie, en conseil municipal, pourra décider leur attribution suivant des critères. Et qui financerait à ce moment-là? C'est la mairie? La municipalité, oui. Elle a moyen, bon, pour trouver qu'une région... Quand on peut investir 70 millions d'euros dans un port, je pense qu'on peut avoir les moyens de construire quelques logements communaux. Même chose pour les baux réels solidaires, vous n'êtes pas... Non, c'est un peu nier l'accès à la propriété. Parce que vous êtes propriétaire, entre guillemets, pendant un certain nombre de temps, et après, vous rendez le bien. Mais peut-être que les gens n'ont pas forcément les moyens aussi d'acheter... Nous, on propose de créer des lotissements communaux et des logements communaux à prix, je dirais, inférieur au prix du marché. C'est-à-dire que les personnes vont louer pendant 10 ans, afin de rembourser, je dirais, une partie du prix de la construction, et après, elles auront la possibilité d'accéder à la propriété sur ces logements au bout de 10 ans. Donc la mairie, pour elle, c'est une opération blanche. Alors, vous proposez aussi de modifier le PLU et de récupérer des terres agricoles qui, selon vous, n'en sont pas pour laisser construire. C'est bien ça? Très simplement, dans les hameaux, le PADUC a cartographié certaines zones qui font 800 mètres carrés entre 3 maisons en terre agricole. Donc bien sûr, il y a un travail à faire là-dessus. Je pense que ce n'a pas de tout de cohérence. C'est peut-être à la marge, non? Non, c'est pas à la marge. Oui, il y a quand même quelques hectares à récupérer à ce niveau-là. Et après, le PLU, il faut le remettre en discussion au sein du conseil municipal. D'ailleurs, il a été, je dirais, entériné au mois d'avril dernier. Il a été voté. Il a été voté, il était passé en enquête publique et on n'a toujours pas les retours d'enquête publique. Ce sera après les élections. Je ne sais pas, il faudrait peut-être demander au maire. Et le PADUC, alors, qu'est-ce qu'on fait? On s'en passe Le PADUC, c'est pas du ressort de la municipalité. C'est à la collectivité de s'en saisir, de le réviser et de voir dans quelles conditions elle le révise. Ça a été créé par une loi, donc seule une loi peut le défaire. Donc soit nos députés et nos élus de la collectivité se saisissent vraiment de ce problème et vont renégocier un PADUC ou revotent un autre PADUC, mais c'est une discussion beaucoup plus large que la municipalité. Vous êtes favorable à une révision complète, c'est-à-dire de l'alléger Surtout que, pour moi, le PADUC, ça aurait dû être une trame politique, pas une trame de cartographie des régions, parce que ça doit revenir au Comcom ou aux municipalités. Oui, c'est aussi une trame politique, quand même. Non, c'est des orientations politiques. Oui, voilà. C'est assez clair. De l'orientation politique, on en a fait une cartographie des micro-régions. Et je pense que la collectivité, à l'époque, n'avait pas les moyens de cartographier ces micro-régions. C'était plutôt au Comcom et aux municipalités de faire remonter ces informations et eux de garder la cartographie, la maîtrise de la cartographie. Enfin, quand on voit que les municipalités, la plupart, ne sont pas en état de faire des PLU, on se demande ce qu'elles auraient pu faire pour le PADUC. Je pense que la collectivité avait quand même les moyens de donner des appuis logistiques aux municipalités afin de les aider à faire leur PADUC. Leur PLU, pardon. Alors vous êtes pour les constructions. Votre troisième de liste, Sébastien Riester. Pour les constructions maîtrisées, dans les hameaux, pas n'importe où non plus. Est universitaire, mais il est représentant aussi d'une très grande agence immobilière internationale qui est spécialisée dans l'immobilier de luxe. C'est un choix clair de le retrouver sur votre liste. Mais l'immobilier de luxe, je dirais, est réservé à une partie de la population auquel les Corses n'ont plus accès. Donc c'est un marché à part. Donc moi, ce qui concurrence, je dirais, le prix du marché, c'est le fait qu'on ait construit de très nombreux appartements destinés à la location estivale et qu'on n'ait pas libéré la constructibilité en parallèle dans les hameaux ou sur les terres de jeunes Corses qui ne peuvent pas construire chez eux.
Porto-Vecchio, c'est 62% de résidences secondaires. Alors vous êtes d'accord sur le principe... Il faut quand même faire une dichotomie dans les résidences secondaires. Entre les propriétaires. Voilà, non. Il y a 62% de résidences secondaires, mais la moitié de ces 62% appartiennent à des Corses. D'accord. Alors vous êtes d'accord sur le principe de la surtaxe, mais pas sur son application. C'est bien ça, vous venez de le dire. Le principe de la surtaxe, suivant la surface, c'est-à-dire que vous pouvez taxer des très grosses résidences, mais le Corse qui a, je dirais, un appartement à l'Hospédale ou dans son hameau, il est surtaxé également. Alors d'accord, mais comment est-ce que vous faites pour faire la distinction? Et au niveau de la loi, c'est pas possible. Sur la surface, taxé en fonction de la surface. C'est pas ce qu'a fait la municipalité actuelle? Non, du tout. Elle a taxé de façon... exactement, unilatérale. Unilatérale. Donc, vous ne la supprimez pas, cette surtaxe, on la réadapte. Le réadaptez. Oui. D'accord. Autre point de divergence avec la municipalité sortante, c'est la taxe sur les logements vacants. Vous en avez parlé tout à l'heure. Oui. Pourquoi est-ce que vous y opposez? Parce qu'il y a des logements vacants qui sont, je dirais, du fait de l'héritage, qui ne sont pas partagés, où il y a beaucoup de travaux à réaliser, et certaines familles héritent d'un bien et n'ont pas les moyens de réaliser des travaux dans ces biens-là. Donc avant de proposer une surtaxe, il faut peut-être faire un répertoire des logements qui sont vacants en condition, je dirais, des gens qui ont hérité, qui n'ont pas les moyens de le faire, et ceux qui sont vacants parce qu'on ne les loue pas. Parce que bon, cette taxation, ça inciterait peut-être les propriétaires à mettre leurs biens en location. J'ai pas l'impression, parce que de toute façon, la plupart payent la taxe, donc ça n'a pas fonctionné. Et ça répondra à la demande, en quelque sorte, non? Mais là, non. On voit bien que ça n'a pas fonctionné, puisqu'il y a toujours de la demande. Ils ont taxé un peu plus d'une centaine ou 150 logements vacants, et ils n'ont pas été mis sur le marché. Donc on voit que c'est inefficace. Alors selon l'INSEE, le taux de précarité à Porto-Vecchio est à peu près semblable à celui de la Corse entière, autour de 20%. Oui, 20%. Un peu plus, quoi. Les inégalités sont grandes, hein. Il y a des très riches, et puis évidemment, il y a des gens qui ne le sont pas. C'est l'affaiblissement de cette classe moyenne qui fait qu'il y a une grande disparité entre très pauvres et très riches. Surtout dans les zones touristiques. Comment est-ce que la municipalité peut prendre en compte cette situation-là? Je crois que vous avez un certain nombre de propositions en la matière. Dont je dirais la mesure phare, c'est une sorte de PAC pouvoir d'achat, où on financerait une carte d'achat de produits de première nécessité qui serait financée à la fois par la mairie, le Fonds social européen et la grande distribution elle-même. Ce serait 100 € par mois par famille qui gagne moins de 20 000 € par an. Vous avez chiffré 3 millions d'euros, oui. Par an, hein? Oui, par an. Et la commune est en mesure de supporter... 1 million d'euros. Oui, il suffit d'envoyer un petit budget au port, peut-être. Voilà, avec le port. Hein. Bon, on va en parler du port. Hein. J'en ai pas. Je considère que c'est un projet pharaonique qui a été critiqué pendant tant d'années, mais qui se fait réaliser par les gens qui l'ont critiqué. Donc... On va en parler. Alors, vous êtes aussi favorable au CDI saisonnier. C'est une idée que Camille de Rocazère avait longtemps défendue. César Philippe, qui en son époque a longtemps défendu. Mais là, ça peut-être le remettre au goût du jour. Si on a des députés qui font, je dirais, le travail et qui arrivent à peut-être gagner cette bataille, peut-être ça fonctionnera. Et concrètement, ça voudrait dire quoi Ça voudrait dire que pendant 6 mois, les entreprises ne paieraient pas de charges afin de garder leurs saisonniers. D'accord. Donc vous aurez toujours le nombre de saisonniers équivalent dans ces cas-là. C'est plusieurs mesures à mettre en place. On ne peut pas, avec une mesure, régler l'ensemble du problème saisonnier. Hein. Il faut déjà former des Corses, je pense que c'est la priorité, et valoriser les métiers du tourisme afin que ceux-ci se réintéressent à ces emplois-là, afin de les combler. Alors, il y a le grand sujet de débat à Porto-Vecchio, vous en avez déjà parlé, je sais que ça vous inspire, c'est le port de plaisance. Alors, vous étiez d'accord avec le projet d'aménagement? J'étais d'accord avec un projet d'aménagement, j'étais même d'accord avec un projet en régie, mais un projet en régie qui n'atteignait pas les 950 places. Voilà, c'était un projet à taille humaine, et intégré au réseau côtier, pas une avancée de 9 hectares sur l'eau. Donc on voit aujourd'hui que ça commence à être une gabegie financière avec 70 millions d'euros investis, sans en voir la fin, puisqu'il manque actuellement 45 millions d'euros. Donc il va bien falloir poser ce problème. Jean-Christophe Angeli dit qu'il est financé à 90%. C'est les chiffres qu'il annonce. Non, c'est les chiffres qu'il annonce. Mais par contre, il se base sur la modulation. Et la modulation, il y a 5% de la totalité du projet qui a été vendu à ce jour. Alors expliquez la modulation. C'est des contrats longue durée pour des places de port. Pour les anneaux. Voilà, des anneaux, exactement. Donc les contrats de modulation... C'est 20 ans. De 20 à 30 ans. Donc ils ne se vendent pas, donc le projet n'est pas totalement financé. Donc il va falloir trouver une autre solution. Laquelle? C'est ce qu'on demande à la mairie. Jean-Christophe Angeli avait dit en 2014, c'est un projet pharaonique et je le ferai, je dirais, validé par la population. On n'en est pas là. C'était 100 millions d'euros en 2014, on est à 150 et la population n'a toujours pas eu son mot à dire. Ça veut dire, qu'est-ce que vous voulez proposer un autre mode de financement? Alors, lequel? De toute façon, ce sera soumis à la population. Soit on reste en régie et on arrive à négocier avec d'autres partenaires publics que peuvent être la communauté de communes et la collectivité, soit on le bascule en concession.
Mais c'est un choix. Je dirais, il faut poser le problème en conseil, parce qu'on arrive à un moment donné où l'argent va venir à manquer pour terminer ce port. Donc posons la question en conseil municipal, trouvons d'autres pistes et choisissons. Mais actuellement, c'est assez flou. Vous croyez qu'avec la collectivité de Corse, je ne sais pas. Si on peut faire une structure juridique au-dessus de tout ça, tel un EPIC, les faire entrer et leur donner une part de pouvoir de décision à eux et à la Comcom, pourquoi ça ne marcherait pas? Est-ce que ça a été tenté? Non, je ne pense pas. On a juste voulu demander un financement, mais on n'a pas demandé la création d'une unité, je dirais, plus grande afin de financer ce projet. Mais à ce moment-là, ça signifie clairement que la mairie de Porto-Vite n'aurait plus la maîtrise totale du projet. Ça dépend les parts que vous avez dans un EPIC ou dans une société d'exploitation mixte. Ça dépend. Là, on ne le sait pas. On n'a pas d'informations. Tout ce qu'on sait, c'est que, au bon vouloir du maire, il est financé. Vous demandez donc l'organisation là-dessus, oui. Voilà. Et d'un référendum d'initiative locale. Je pense que c'est trop tard maintenant. Oui, il est entamé. Il est presque fini. Non, fini, non, je pense pas. Mais si vous passez, vous verrez qu'il n'est pas fini. Mais non, on demande surtout une discussion approfondie avec le conseil municipal sur ce projet-là. Pas continuer sur l'emprunt. D'accord. Donc, on va revenir aux questions politiques. Oui. Il y a la ville de Porto-Vite, évidemment, puis il y a la communauté des communes également. Si vous êtes élu dans le conseil municipal, vous voterez qui pour la communauté des communes? On verra c'est le maire de Porto-Vite qui doit l'être, président? Peut-être pas. On verra les projets de chacun. Nous nous basons sur des projets et sur une construction à long terme de notre ville et de notre Comcom. Donc on verra les projets en place afin de nous déterminer. D'accord. Bon, il y a le projet et puis les individus, parce que bon, il n'y a pas tellement de... Non, il y a quand même du projet, je pense. Oui. Oui. Donc, et qu'est-ce qui vous ferait choisir parce que c'est difficile d'être contre Jean-Christophe Angelini dans la ville de Porto-Vite et de soutenir à la Comcom après, non? S'il est élu. Oui, évidemment. Évidemment. Donc on verra s'il est élu. Voilà, on verra à ce moment-là. Je pense que la question se posera une fois que tout le monde sera en place et les projets qui seront présentés. D'accord, la question est ouverte, elle n'est pas tranchée. Peut-être que d'autres personnes se présenteront avec des projets qui nous correspondent plus, on ne sait pas. Ou peut-être que Jean-Christophe Angelini infléchira certaines positions, on ne sait pas. D'accord, donc la question n'est pas tranchée pour vous. Pas encore. Les élections législatives en 2024... Élections anticipées, hein. Vous avez, suite à la dissolution, obtenu 5,5% des voix sur la ville. Qu'est-ce que vous espérez cette fois-ci? Le score le plus haut possible sur notre projet. Dépasser la barre des 10% et provoquer une triangulaire. Alors justement, hypothèse du deuxième tour, si vous êtes qualifié, vous vous maintenez ou alors éventuellement vous pourriez faire alliance ou vous désistez pour Je vous répondrai la même chose qu'auparavant. Tout dépendra du projet qui nous est proposé et si on peut fusionner avec une liste, les modalités de fusion sur notre projet, quelles mesures vont être intégrées au projet de la ville, du futur maire ou de la liste qui va nous intégrer ou la liste qu'on intégrera aussi. D'accord. Parce que vous étiez sur la liste de Don Mathieu Santine la dernière fois et Don Mathieu Santine s'était retiré sans appeler à voter. Il avait déjà annoncé que s'il n'atteignait pas les 20%, il se retirait au soir du premier tour. Donc alliance éventuelle aussi, ça se discute. Projet contre projet. Uniquement. Et vous n'auriez pas de préférence particulière parce que vous dites de droite, donc à la limite on pouvait penser Georges May. Si M. May, qui n'a pas fait d'opposition, a des propositions concrètes avec notre projet, il y aura des discussions. Il n'y a pas de tabou là-dessus. Hein. Nos concurrents peuvent venir discuter avec nous, projet contre projet, il n'y a aucun souci là-dessus. Parce que quand on voit vos programmes, on trouve quand même qu'ils ne sont pas très dissemblables. À quel point? Je n'ai pas vu encore le programme de M. May. L'initiative privée, le tourisme, le développement de la ville, la rénovation du centre-ville. Le centre-ville, il a été cadenassé depuis à peu près 10 ans. Les commerces meurent, il n'y a quasiment plus de personnes qui habitent dans le centre-ville de Porto-Vite. Donc bien sûr, on a un projet de relance de ce centre-ville également. Votre vision globale de l'avenir de la micro-région de Porto-Vite, ça reste centré essentiellement sur le tourisme? Le tourisme, c'est quand même le moteur de l'économie. Si on arrive à diffuser tous ces bénéfices et ces bienfaits dans une économie plus large, c'est-à-dire sur l'agriculture, sur la plaisance, sur de l'industrie autre que ce qui est actuellement, c'est-à-dire pas grand-chose, bien sûr. Mais il faut bien sûr stabiliser cette manne financière qui arrive sur la région et en récupérer un maximum de bénéfices. Si on laisse s'échapper beaucoup d'argent sur une masse énorme de saisonniers, sur des logements qui sont vacants et qui ne peuvent pas être occupés par des Porto-Vite qui, eux, ne peuvent pas travailler chez eux, c'est sûr que ça va être très compliqué.
Porto Vecchio, c'est la 3e commune de Corse, Oui. mais pas seulement par la population, mais aussi par la superficie. Oui. Hein. C'est une grande commune. Parlez pas C'est la beaucoup 40e commune de France en superficie. Oui. Parlez pas beaucoup d'agriculture, pourtant la zone agricole est importante normalement. Bien sûr, mais nous, on est là pour aider les agriculteurs, refaire l'abattoir, redonner du foncier aux agriculteurs. Mais encore une fois, ça fait partie du PLU, on ne sait pas où on va parce qu'on n'a pas de lisibilité sur les retours qui ont déjà été, je dirais, récupérés par la mairie en place et dont on n'a aucune information. Donc pas de précision plus importante des Je points pense de qu'il vue. faudra avoir une discussion avec tous les agriculteurs qui devraient être associés à ce nouveau PLU afin de déterminer des pistes pour eux. Alors, Porto Vecchio, est-ce que pour vous, l'élection municipale, c'est une étape, ou alors vous pourriez rebondir plus tard sur d'autres élections, en particulier sur l'élection territoriale municipale depuis 20 ans et je le garderai. Voilà. Pas c'est uniquement Porto Vecchio. D'ambition autre que... Pas du tout. Non. Contrairement à des personnes qui font qui volent d'élection en élection, je resterai sur ma commune. Et de relations avec les collectivités territoriales, bon, on sait ce qu'elles sont aujourd'hui avec Jean-Christophe Angelini et l'exécutif de Corse. Si vous étiez maire, vous rétabliriez des relations... J'essaierai de les rétablir, oui. Je ferai tout ce qu'il faut pour rétablir. C'est parce qu'il est anormal qu'une collectivité comme la collectivité de Corse ne finance pas des projets sur la ville de Porto Vecchio ou sur la micro-région, ou qui retiennent un certain nombre de financements, ou qui les réduisent. Alors les guéguerres de personnes, je pense qu'il faut que ça s'arrête. À un moment, soit tout le monde prend conscience que c'est un poumon économique et qu'il faut le relancer, soit on va tous à la catastrophe. Il n'y a qu'à regarder le nombre d'entreprises qui sont au tribunal de commerce depuis 2 ans. Eh bien, ce sera là le mot de la fin. Merci. Michel Ciocca d'avoir participé à cette émission, avoir a seguito di nostre emissioni con il giornale in lingua corsa. Buonasera a tutti.